Ma belle-mère sorcière m'a bloquée enceinte pendant 13 mois. Bienvenue dans French African Folktale. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tendre Père. Ça fait 4 ans que j'attends. Si tu veux me donner un enfant, donne-le-moi. Mais si c'est pas dans ton plan, enlève ce désir qui me brûle chaque nuit. Je veux porter la vie. Je veux être mère. Comme tu l'as fait à Anne, fais-le avec moi. Rosa priait. Avec force. Avec intensité. Parfois elle pleurait. Parfois elle adorait. Mais toujours, elle croyait. Toujours à genoux. Toujours dans la même chambre. Et à chaque prière, elle prenait un pagne, elle le posait sur son ventre. Comme si elle était déjà enceinte. C'était son signe de foi. Rosa, elle avait 30 ans. Une fille tranquille, posée. Elle venait d'une famille riche à Libreville. Elle venait d'une famille musulmane. Mais elle se voilait pas souvent. Juste occasionnellement. Rosa n'était pas vraiment pratiquante. Son père, Marcel, c'était un monsieur respecté. Il avait une grosse entreprise en ville. Sa mère, Monique, elle vendait. Une vraie commerçante. Elle avait des magasins, elle se débrouillait bien. Rosa, elle avait juste une grande sœur, Maya. La famille là, c'était pas du genre à faire du bruit. Ils avaient les moyens, oui, mais ils étaient simples. Calmes. Posés. Roland aussi, il venait d'une bonne famille. Roland venait aussi d'une famille musulmane. Son père était mort depuis 10 ans. Et lui, il était fils unique. Le seul garçon de la maison. Un enfant chouchouté, mais bien éduqué. Depuis la mort du papa, il vivait avec sa maman, Joséphine. Et elle décidait tout. Tout passait par elle. C'est à la fac que Rosa et Roland se sont connus. Au début, c'était juste bonjour bonsoir. Mais après, ils ont commencé à bien causer. Ils rigolaient, ils se taquinaient. Petit à petit, l'amour a commencé à venir. Après la fac, rien n'a changé. Les deux sont restés soudés. Rosa, elle avait vite trouvé du boulot. Dans une grande banque de la place. Elle était stable financièrement. Roland aussi, il avait créé sa propre entreprise. Il était comptable. Et après quelques années, ils ont décidé de se marier. Un jour, Rosa est allée parler à ses parents. Elle les a regardés bien en face et elle a dit « Papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. C'est sérieux. Je veux me marier avec lui. » Marcel et Monique ont écouté. Ils ont dit calmement « Si tu l'aimes, vas-y. On est avec toi. » Mais chez Roland, c'était autre chose. Un jour, il dit à sa mère « Maman, j'ai trouvé la femme que je veux épouser. » Joséphine le regarde. Elle fronce les sourcils. « Hein? Tu me dis ça comme ça? Moi-même j'allais te chercher une femme. » Roland la regarde et dit calmement « Maman, on est en 2025. Moi-même j'ai les yeux. J'ai déjà choisi. » Elle fait un petit sourire. Elle dit « D'accord. » Mais dans son cœur, c'était non. Elle a rien dit, mais elle a rien accepté. Quelques jours plus tard, Roland dit à Rosa « Viens, on va chez ma mère. Je veux te la présenter. » Rosa prépare son cœur. Elle se dit « C'est ma belle-mère, je vais pas aller comme si j'allais au marché. » Elle se voile, elle s'habille bien. Elle voulait faire bonne impression. Une vraie femme respectueuse. Quand ils arrivent là-bas, Joséphine la regarde seulement. Elle se lève doucement. Et crache 3 fois par terre. Devant. À gauche. À droite. Sans dire bonjour. Sans sourire. Elle regarde Roland et dit « C'est elle que tu veux épouser ?» Roland dit « Oui, maman. » Mais dans les yeux de Joséphine, il n'y avait rien de bon. Pas de lumière. Pas d'accueil. Rosa sent tout de suite que quelque chose cloche. En sortant, elle regarde Roland et dit « Bébé, j'ai l'impression que ta mère ne m'aime pas. » Et Roland dit « Mais non, elle est comme ça. Elle est vieille.
Elle a ses comportements bizarres. Faut pas faire attention. Rosa reste calme. Elle dit rien. Elle met ça sur le compte de la première rencontre. Elle se dit que ça va passer avec le temps. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Joséphine, c'était pas une belle-mère comme les autres. C'était une femme tordue. Une femme qui pratiquait. Une vraie sorcière. Après la présentation, Rosa espérait que les choses allaient se calmer. Mais Joséphine, elle, était déjà en mission. Elle parlait pas beaucoup, mais elle observait tout. Elle gardait tout dans son cœur. La date de la dot a été fixée. La famille de Rosa était prête. Son père, Marcel, avait tout organisé. Les listes, les habits, les formalités. Rien ne manquait. Le jour J, tout le monde était là. Les bassins brillaient, les têtes étaient voilées, les plats bien garnis. C'était une belle cérémonie. Même les voisins s'étaient installés dehors juste pour regarder. Mais quand la famille de Roland est arrivée, il y avait quelque chose de bizarre. Ce n'étaient pas les oncles qui entraient en premier. Pas les grands frères. Pas les tantes. C'était Joséphine elle-même, bien droite, qui ouvrait la marche. Comme une générale de guerre. Elle était bien habillée, oui, mais il y avait toujours ce truc sale sur elle. Ce jour-là, elle avait un mouchoir rouge attaché à son bras. Elle disait qu'elle était blessée, mais le mouchoir, il était sale. Et pourtant, sa robe, elle, brillait. Le genre de contradiction que seule une femme mystique peut assumer. Elle entre dans la cour. Et directement, elle crache 3 fois. Devant. À gauche. À droite. Sans parler. Sans regarder qui que ce soit. Les gens ont levé les yeux. Mais personne n'a osé parler. Même Marcel, le père de Rosa, s'est tourné vers sa femme, et dit tout bas. « Tu vois ça ?» La mère de Rosa, elle, regardait seulement Joséphine. Elle disait rien, mais son visage parlait. Elle se tourne vers Marcel et dit « C'est pas une bonne femme. Moi je le sens pas. » Et Marcel dit « Je t'avais prévenu. On dit que cette femme-là, elle pratique. Et ici, on sait tous que pratiquer, c'est pas les mathématiques. » Mais Rosa, elle voulait pas entendre ça. Elle dit à ses parents « Maman, papa, arrêtez avec vos vieilles histoires. Moi j'aime Roland, et lui aussi même. C'est tout ce qui compte. » Et Marcel répond doucement, sans hausser le ton. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Mais la dot a eu lieu. La cérémonie s'est bien passée, en apparence. Il y avait à manger. Il y avait de la joie. Les chants, les pas de danse, les photos. Tout était parfait. Mais dans l'invisible, il y avait déjà une opposition. Joséphine souriait, mais son regard piquait. Elle s'est assise comme si elle bénissait le mariage. Mais son cœur, lui, était ailleurs. Et quelques semaines plus tard, le mariage a été célébré. Et ce que personne ne savait encore, c'est que ce mariage allait être combattu. Et que le ventre de Rosa allait devenir une cible. Rosa s'était apprêtée ce matin-là. Simple, propre. Elle voulait juste sortir. Mais en ouvrant la porte, Joséphine était déjà là. Devant la maison. Canne à la main. Debout. Imposante. Et dit « Bonjour, belle fille ». Et sans prévenir, elle crache 3 fois. Une fois à gauche. Une fois à droite. Une fois devant. Rosa dit « Ah, belle maman, bienvenue ». Joséphine répond direct « Je n'entre pas. Je suis juste venue vérifier si tu as commencé à parler. » Hein? Rosa est restée figée. C'est quoi cette phrase-là? Et voilà que Roland sort. Il voit la scène. Et dit « Maman, tu t'es levée à 4 heures du matin pour venir chez moi demander si ma femme a commencé à jeter la salive. » Maman, c'est quel genre de question ça? Allez, rentre. Monte. Je vais te déposer. Mais Joséphine dit « Pour venir ici, c'est toi qui m'as déposé? Non. Donc je vais rentrer comme je suis venue. » Elle tourne le dos.
Pas de discussion, pas de débat. Et c'est là que Rosa pense. Attends, si elle est déjà là à 4H, elle a quitté chez elle à quelle heure? Et Roland, pour sauver la face, dit: Maman, je te donne un peu d'argent pour le transport quand même. Joséphine répond: Les transports que j'ai payés, c'est toi qui m'as donné? Non. Donc tu te tais. Je rentre. Elle fait 2 pas. Puis elle tape 2 fois avec sa canne sur le sol. Comme un signal. Et elle part. Rosa regarde Roland. Roland regarde Rosa. Et Rosa dit: Bébé, on est dans le souci. Mais elle garde la face. Elle sourit. Et dit dans sa tête: Je suis dans mon mariage. Je vais rester. Mais ce que Rosa ne disait pas, c'est qu'en silence, les enfants tardaient à venir. 6 mois. 8 mois. 10 mois. Toujours rien. Et un jour, Roland lui parle calmement. Et dit: Bébé, j'aimerais vraiment qu'on pense à faire un enfant. Et puis, je préfère que tu arrêtes de travailler. Il dit ça comme ça, sans pression. Je vais te donner ce que tu gagnais par mois. Je vais ouvrir un petit commerce pour toi. Comme ça, tu restes à la maison. Tu m'attends. Rosa écoute. Elle sourit. Après quelques mois, Rosa a quitté son travail. Elle est restée à la maison. Mais Rosa, elle commençait à se poser des questions. Pourquoi les enfants ne venaient pas? Pourquoi cette pression chaque jour? Et surtout, pourquoi Joséphine rôdait toujours autour d'eux? Un jour encore, un dimanche, Joséphine débarque. Elle vient, comme si de rien n'était. Et dès qu'elle voit Rosa, elle lui dit: Tu n'as toujours pas commencé à cracher? Rosa reste calme. Et Joséphine continue: Si tu veux, je peux te montrer quelques astuces. Des petites choses qui vont t'aider à concevoir rapidement. Mais Rosa ne voulait pas entrer dans ces histoires-là. Rosa, pour éviter le débat, répond: Ok, maman. D'accord. Pas de souci. Je viendrai, tu me montreras. Elle voulait pas de ces astuces bizarres. Elle connaissait Dieu. Elle savait très bien que le mariage était déjà combattu. Et maintenant, c'étaient les enfants qu'on attaquait. Alors elle s'est lancée dans la prière. Ô mon Dieu tout-puissant, tendre Père, ça fait 4 ans que j'attends. Si tu veux me donner un enfant, donne-le-moi. Mais si c'est pas dans ton plan, enlève ce désir qui me brûle chaque nuit. Je veux porter la vie. Je veux être mère. Comme tu l'as fait à Anne, fais-le avec moi. Rosa priait. Avec force. Avec intensité. Parfois elle pleurait. Parfois elle adorait. Mais toujours, elle croyait. Toujours à genoux. Toujours dans la même chambre. Et à chaque prière, elle prenait un pagne, elle le posait sur son ventre. Comme si elle était déjà enceinte. C'était son signe de foi. Et depuis des années, la même prière. Chaque jour. Mais Dieu là, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Un matin comme ça, Rosa se réveille. Elle sent que sa tête tourne. Le parfum de Roland. Pourtant c'est son parfum préféré. Rien qu'à le sentir, ça lui retourne l'estomac. Elle dit: Mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai envie de vomir comme ça? Elle comprend plus rien. Elle se pose des questions. Et c'est là qu'elle va prendre la décision. Aller se faire examiner. Tranquillement. À l'hôpital. Et là, boum. Résultat, elle est enceinte. Rosa, enceinte. Après toutes ces années à prier, à pleurer, à croire. Dieu avait répondu. Quand Roland apprend la nouvelle, il devient comme un enfant. Fou de joie. Il court partout, il crie. Ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte. Il appelle tout le monde. Sa mère, sa belle famille, ses amis. Personne n'a échappé. Ma femme est enceinte. Je vous dis que ma femme est enceinte. Donc c'est comme ça que Rosa. Elle était contente. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Et 3 jours après, boum. Voilà Joséphine, la belle-mère,
qui débarque à la maison. Et comme d'habitude avant même de dire bonjour, elle crache 3 fois. Après ça seulement elle dit « Félicitations, mes enfants ». Mais Rosa, elle regardait ça seulement. Parce que le même jour, ses propres parents aussi devaient venir. Son père Marcel et sa mère Monique, ils sont arrivés eux aussi avec les mains pleines. Des cadeaux, des pagnes, de la nourriture. Normal, la joie d'être futurs grands-parents. Mais quand ils sont arrivés, même Roland, le mari, il était un peu gêné. Rosa dit « Mes parents, ils sont venus avec les bras chargés. Et ta mère, elle est venue avec des crachats. 3 fois. Encore. » Et Roland lui dit « Franchement, ta famille c'est des gens bien. Moi ici, ma propre mère, au lieu de m'apporter un petit quelque chose, elle m'a seulement amené elle-même. » Ils ont rigolé un peu. Ils ont essayé de rendre l'atmosphère légère. Mais dans le fond, Rosa savait que sa belle-mère était une sorcière. La journée s'est bien passée. Les 2 familles ont causé un peu, rigolé, mangé. Et là, Roland dit à sa mère « Maman, je te dépose ?» Et Joséphine répond « D'ailleurs, j'allais même vous proposer quelque chose. Pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un pour aider Rosa? Être enceinte, ce n'est pas facile. Il faut une fille qui peut l'aider un peu dans les tâches. » Même Marcel et Monique, les parents de Rosa, étaient d'accord. Ils disaient « C'est vrai, ça. Une grossesse, c'est pas toujours facile. Avoir une aide, c'est pas une mauvaise idée. » Alors Rosa et Roland en ont parlé entre eux. Ils ont dit « D'accord, on va y réfléchir. » Et puis un jour, Rosa part faire une échographie. Elle était à 3 mois de grossesse. Quand elle sort de là, surprise, elle attendait des jumeaux. Et son ventre, déjà énorme. À 6 mois, c'était comme une femme à terme. C'est là qu'elle pense à ce que sa belle-mère lui avait proposé. Elle appelle Joséphine et dit « Maman, envoie-moi la fille dont tu parlais là. Je suis prête. » Joséphine lui dit « D'accord. C'est une gentille fille, elle vient du village. C'est ta cousine aussi. Elle va t'aider, t'inquiète pas. » La fille arrive. Elle s'appelait Sifa. Et Rosa l'a bien accueillie. Elle voulait pas de problème. Et au début, ça se passait bien. Sifa faisait les courses, la cuisine, le ménage. Mais Rosa, elle était tout le temps fatiguée. La grossesse l'écrasait. Même sa peau avait changé. Des taches noires sur les cuisses, le ventre. Elle se lavait 4 fois par jour, mais elle se sentait pas propre. Et dans tout ça, Roland, lui, avait commencé à changer. Plus d'attention. Plus de petits gestes. Il rentrait, mangeait, se posait, silence. Rosa disait « Peut-être c'est parce que moi aussi. Je suis fatiguée tout le temps. J'ai plus la force d'être comme avant. » Heureusement que Sifa était là pour cuisiner, pour prendre soin de la maison. Mais à 5 mois, les choses ont commencé à sentir bizarre. Roland rigolait trop souvent au téléphone. Il s'isolait, il parlait bas. Un jour même, Rosa tombe sur son téléphone. Message avec des filles. Petit cœur. Des bébés, des tu me manques. Et c'est pas tout. Un soir, elle dormait. Elle croyait que Roland était à côté. Mais non. Elle se lève, va au salon. Et là, elle trouve Roland, assis, avec Sifa. Les 2 en train de regarder Netflix. Tranquillement. Collés. Et dit « C'est quoi ça ?» Et Roland répond « Genre normal. On regarde juste un film. » Elle retourne dans la chambre. Elle garde ça pour elle. Sifa, la fille du village, sa soi-disant cousine. Elle commençait à changer d'attitude. Elle ne préparait plus pour Rosa. Elle ne suivait plus ses ordres. Elle faisait tout pour Roland, mais rien pour la maîtresse de maison. Et une nuit encore, Rosa se réveille. Roland n'était pas au lit. Elle va au salon. Elle voit son mari, assis, et Sifa, assise sur ses genoux, et dit « Ça veut dire quoi ça,
Mais elle n'a rien dit. Par honte, Rosa gardait tout sur elle. Par peur qu'on dise « Hein? Tu es enceinte, et tu veux quitter ton foyer ?» Par peur des gens, des voisines, de la famille. Elle se taisait. Même quand elle voyait des choses qui dépassent l'entendement, elle se taisait. Dans la maison, elle faisait tout toute seule. Elle préparait, elle faisait son linge, elle s'occupait d'elle-même. Et quand elle tentait de préparer pour Roland, il goûtait à peine. Il disait que c'est pas bon. Il se levait, il allait manger dehors. Et ce qui est encore plus fort, Roland, il sortait avec la bonne Sophia, la fille venue du village. Celle que Joséphine avait proposée soi-disant pour l'aider. La fille portait des robes trop moulantes dans la maison. Elle n'écoutait plus ses ordres. Elle répondait, elle grognait, elle faisait rien. Mais Rosa supportait. Elle encaissait. Heureusement, elle avait sa grande sœur Maya. C'est à elle qu'elle disait tout. Et lui disait toujours « Ne dis rien à papa Marcel et à maman Monique, hein. Pour l'instant, laisse. On gère ça entre nous. La grossesse, elle avance. 8 mois. 9 mois. Toujours rien. Elle part faire une écho. Ne vous inquiétez pas madame. Parfois ça va jusqu'à 10 mois. 10 mois passent. 11 mois arrivent. Et toujours rien. Même pas un petit mouvement dans le ventre. Pas un coup. Pas une pression. Rien. Mais à l'échographie, les médecins disent « Les bébés vont bien, tout est normal ». Rosa regarde le médecin et dit « Je suis une femme. Je connais mon corps. Les enfants dans mon ventre, ils ne bougent même pas. C'est normal, ça ?» Elle commence à comprendre que ce qu'elle vit là, c'est pas naturel. Et un jour, elle est là, assise au salon. Elle voit son mari et la bonne, assis ensemble. Ils se touchent les mains. Ils rigolent. Ils se font des bisous. Devant elle. Elle dit « C'est trop. Là c'est trop. » Et c'est là qu'elle appelle Maya. Et dit « Grande sœur, je suis fatiguée. Je peux plus. Même mes habits, je ne peux plus les laver. La fille ici ne m'aide plus. Elle ne me respecte même plus. » Maya, là-bas où elle était, elle démarre direct. Elle arrive chez Rosa. Elle entre dans la maison sans même dire bonjour. Elle regarde Rosa et dit « Prends ton sac, on part. » Rosa voulait hésiter. « Ah grande sœur, mais je l'aime encore. » Maya ne calcule pas. Elle entre dans la chambre, prend le sac et l'argent. Elle dit « Les habits, ça va suivre. Toi, tu viens avec moi. » Elle monte dans la voiture et rentre chez les parents. Quand Monique et Marcel voient leur fille dans cet état, gros ventre, yeux cernés, fatigués, ils étaient choqués. Monique explose. « Mais Rosa, 11 mois et demi de grossesse? Tu nous as rien dit? Tu voulais mourir là-bas ?» Marcel dit « On va à l'hôpital. » Une fois à l'hôpital, les médecins examinent Rosa. Elle était dans un état pas normal du tout. Sa tension était trop élevée. Elle transpirait. Ils ont décidé de ne rien faire. C'est risqué. C'est là que Rosa décide de tout expliquer à ses parents. Elle en pouvait plus. Elle raconte tout, du début jusqu'à la fin. Sa mère, Monique, se lève et dit « Non, 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 en tout cas, cette histoire-là n'est pas normale. On doit aller consulter. C'est pas physique, c'est spirituel. » Au début, elle parlait de marabout. Mais finalement, ils sont partis voir un imam très spirituel, connu dans la région. Un imam silencieux, toujours dans son coin, avec son chapelet à la main. Quand ils arrivent devant chez lui, il y avait un silence lourd. Rien que ça, déjà, ça calmait tout le monde. Rosa, sa grande sœur Maya et Monique, elles sont entrées. L'imam les a à peine regardées. Il récitait doucement avec son chapelet. Et sans même lever les yeux, il dit « N'acceptez pas qu'il y ait des bruits ici. » Elles se sont tues direct. Ambiance froide. Sérieuse. Puis il dit à Rosa «
Tu veux accoucher, n'est-ce pas? Rosa répond. Oui. Et dit. Tu ne peux pas. Tu as été liée. C'est là que Rosa se souvient d'un rêve. Elle avait vu qu'on la fermait avec des fils. Des fils qui se transformaient en serpents. Un en haut du ventre, l'autre en bas. L'imam dit. Oui, c'est exactement ça. Tu es liée. Et si on ne fait rien maintenant, tu vas mourir. Tu n'accoucheras pas vivante. Et c'est là qu'il balance le nom. Celle qui a fait ça, c'est ta belle-mère. Oui, c'est bien elle. L'imam appelle ses acolytes. Des hommes avec qui il prie souvent. Il dit à Monique. Laissez la fille ici. Elle reste avec nous. Vous, partez. Retournez chez elle à la maison. Cherchez là où il y a un arbre, que ce soit le manguier, goyavier, peu importe. Là où l'esprit vous conduit. Creusez là-bas. Vous allez trouver des choses. Cheveux, ongles, amulettes, gris-gris. Tout ce que vous trouvez, brûlez. Vous m'avez bien entendu? Brûlez tout. Il se tourne ensuite vers Rosa et lui dit. Où tu es là, peu importe ce que tu vas entendre. Ne te retourne pas. Toi, regarde-moi. Fixe-moi. Quoi qu'il arrive. Rosa s'assoit par terre. Elle ferme les yeux. Elle suit tout à la lettre. De l'autre côté, Monique et les autres arrivent chez elle. Ils entrent dans la cour. Ils commencent à creuser en dessous de l'arbre. Et là, ils trouvent tout. Des mèches, des cheveux, des ongles, des sachets, des amulettes. Ils mettent tout dans un récipient. Ils brûlent. Feu fort. Pendant ce temps, Rosa crie dans la salle de prière. Mes bébés ont bougé dans mon ventre. Elle sent une douleur vive. Elle veut se retourner, mais elle se retient. Et juste derrière elle, elle entend des cris. Des bruits bizarres. Comme si quelqu'un luttait pour sortir. Mais elle se souvient. Ne te retourne pas. Elle reste là. Fixe. L'imam la regarde droit dans les yeux. Et c'est comme ça. Que pour la première fois depuis 11 mois et demi. Les bébés de Rosa ont enfin bougé. Quelques minutes après. La famille de Rosa était de retour. Ils venaient de brûler les objets trouvés sous l'arbre. Cheveux, ongles, amulettes. L'imam les regarde et dit calmement. Ce n'est pas fini. Il reste encore une chose. Tout le monde tend l'oreille. Il dit. Il faut maintenant aller la chercher elle-même. Qui ça? Ta belle-mère. Elle t'a déjà mise en dessous du lit, spirituellement. Il faut te retirer de là-bas. Là-bas, vous allez voir une poupée. Il faut d'abord délier la poupée. Ensuite vous brûlez les fils. Et après, vous brûlez la poupée elle-même. Mais il ajoute. Ce ne sera pas facile. Parce que Joséphine, ta belle-mère, elle vous attend déjà. Glaçon. Tout le monde a eu peur. Ils disent à l'imam. Papa, accompagne-nous. Il accepte. Il garde quelques acolytes pour continuer la prière sur place, puis il monte avec eux dans les véhicules. Direction chez Joséphine. Arrivé là-bas, Joséphine est assise devant chez elle. Son bâton à la main. Elle ne sourit pas. Elle les regarde et dit. Je vous attendais. Vous voilà. L'imam la fixe. Et dit à Rosa. Tu vas entrer dans la maison. Tu vas te chercher toi-même. Sous son lit. Joséphine répond direct. Si seulement elle ose entrer, elle va mourir. Mais l'imam répond. Ce n'est pas toi contre moi. C'est toi contre Dieu. Et là, il y avait un tourbillon dans la cour. Un vent terrible. Même les feuilles se sont mises à bouger. Joséphine se lève d'un coup. Les deux acolytes qui travaillaient avec l'imam tombent au sol. Aveugles. Ils voyaient plus rien du tout. L'imam reste calme. Il verse de l'eau dans la cour. Il se met à prier. Fort. Avec autorité. Pendant ce temps, Rosa est figée. Mais Maya, sa grande sœur, la pousse doucement.
Courage. Entre. Tu dois le faire. Elle entre. Première chose. Joséphine n'est plus dehors. Elle est allongée sur le lit. Calme. Comme si de rien n'était. Rosa panique. Elle ressort. Joséphine est dehors. Elle rentre. Joséphine est dans la chambre. Et dit: ce n'est pas possible. Mais elle prend son courage. Elle attrape un balai. Elle fait semblant de balayer sous le lit. Et là, elle voit la poupée. Une vraie. Avec des ficelles, des mèches, des clous plantés dedans. Elle la prend. Elle court dehors. L'imam ne perd pas de temps. Il attrape la poupée. Il délie les fils. Il brûle les ficelles. Il brûle la poupée. Et il dit: c'est fini. Maintenant, on rentre. Mais à mi-chemin, Rosa crie. Elle avait mal. Une vraie douleur. Elle crie fort. Elle regarde entre ses jambes. Il y avait du liquide qui coulait. Ils foncent à l'hôpital. L'imam reste avec elle. Ils arrivent à l'hôpital. Rosa crie encore. Elle était fatiguée. Mais malgré les douleurs, elle n'arrivait pas à accoucher naturellement. Les médecins la regardent. Ah, il faut faire la césarienne. Là, il n'y a pas le choix. Tout le monde priait. Dieu merci. Rosa accouche. 2 beaux jumeaux. En vie. En bonne santé. Mais Roland, il n'est jamais venu. Elle sort de l'hôpital après quelques jours. Elle rentre chez ses parents. Et un jour, 2 mois plus tard, pendant qu'elle berce ses enfants, la porte s'ouvre brusquement. C'est Roland. Il transpire. Il tremble. Il crie: je suis venu chercher ma femme. Personne ne comprend. On lui dit: tu sais qu'elle a accouché un. Il dit juste: je me suis réveillé ce matin. Et j'ai vu Sifa. Elle était dans mon lit. Il ne comprenait plus rien. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était fatigué. Épuisé. Et là, la famille de Rosa, ils font asseoir Roland. Toi-même tu sais pas ce que ta mère nous a fait. Assieds-toi. On va t'expliquer. Et il lui balance tout. Les crachats. La bonne du village. Les humiliations. Le rejet. La grossesse bizarre qui bougeait même pas. Roland restait là, bouche fermée. Choqué. Il parlait même pas. Et après, Monique pose la question à Rosa. Ma fille, tu veux vraiment retourner chez lui? Rosa baisse les yeux. Et répond tout doucement. Maman, tu sais, j'aime mon mari. La maman la regarde et elle dit: bon, si c'est ton choix, mais fais attention à toi. Nous, on a besoin de toi vivante. Ce jour-là même, c'est la première fois que Roland porte ses enfants dans ses bras. Ils sont retournés à la maison. Et la bonne du village? On l'a jetée dehors. Mais, le lendemain matin, le téléphone de Roland sonne. Allô Roland, franchement désolé mon frère. Ta mère est en train de partir. Faut venir vite. Elle veut te voir. Elle veut te demander pardon. Rosa le regarde. Et dit: tu n'iras pas. Si elle voulait te voir, elle l'aurait fait avant. Là maintenant, elle va partir. Roland regarde Rosa avec un air bizarre. Il dit juste: d'accord ma femme, j'irai pas. Et 2 jours après, sa mère était morte. Après la mort de sa belle-mère, Rosa était délivrée. Il y avait plus de cauchemars, plus de problèmes dans son foyer. Tout était devenu calme. C'était sa délivrance. C'est comme ça qu'elle restait maintenant tranquille avec son mari. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Mais tout ça, c'est Dieu. Rien d'autre. Dieu n'enlève jamais une personne pour rien. Quand quelqu'un sort de ta vie, c'est parfois que ta délivrance commence. Rosa n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. Elle a prié. Et Dieu a combattu pour elle. Le mal ne résiste jamais à la lumière. Quand Dieu dit « assez »,
Même les ténèbres plient les genoux. Si ce témoignage t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Aime la vidéo. Partage-la autour de toi. Et toi, tu choisis la lumière ou les ténèbres? Écris-le dans les commentaires. Et surtout, merci à toi d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Tu ne sais pas à quel point ça peut sauver une vie.